La vérité n'a jamais vendu un billet. Le spectacle, l'illusion, la promesse de quelque chose d'extraordinaire qui existe juste au-delà de la vérification, c'est ce que les foules paient pour voir. Phineas Taylor Barnum n'a pas inventé le mensonge. Il l'a simplement perfectionné, industrialisé, en a fait un empire qui a généré des millions tout en révélant une vérité plus sombre sur la nature humaine. Les gens ne veulent pas la réalité. Ils veulent être trompés. Ils ont besoin d'être trompés. Et si vous leur offrez un mensonge suffisamment séduisant, suffisamment élaboré, suffisamment divertissant, ils vous paieront pour le privilège de le croire. Barnum a compris cela avec une clarté que la majorité de ses contemporains ne pouvaient même pas concevoir. Il n'était pas simplement un homme de spectacle. C'était un architecte d'illusion qui a construit sa fortune sur la crédulité infinie du public. Et il est mort, riche, célèbre et acclamé, tandis que les mêmes personnes qu'il avait trompées pendant des décennies l'acclamaient comme un génie. Voici l'histoire de comment un homme a transformé la fraude en art et comment cet art a révélé quelque chose de fondamental sur nous tous. B.E.T. Barnum est né en 1810 à Bethel, Connecticut, dans une famille sans ressources particulières. Son père est décédé lorsque Barnum avait 15 ans, laissant des dettes plutôt qu'un héritage. Ce n'est pas un contexte sentimental. C'est l'origine d'une philosophie spécifique. Le monde ne récompense pas l'honnêteté. Il récompense la ruse. Le jeune Barnum a travaillé dans plusieurs emplois, du vendeur en magasin à l'éditeur de journal, et à chaque poste, il a appris la même leçon. Les gens sont faciles à manipuler si vous comprenez leurs désirs. Pas leurs besoins rationnels, mais leurs désirs irrationnels. L'aspiration à la nouveauté, au spectacle, à se sentir partie intégrante de quelque chose d'extraordinaire. Barnum n'a pas développé de respect pour les masses. Il a développé du mépris fonctionnel. Il les voyait comme des ressources à exploiter. Et ce mépris, déguisé en divertissement, est devenu la base de sa fortune. Son premier grand succès révèle le schéma qu'il répéterait tout au long de sa vie. En 1835, Barnum acheta les droits d'exposition de Joyce Heth, une femme noire esclave qui aurait eu 161 ans et qui aurait été la nourrice de George Washington. C'était une évidence mensongère. Washington était mort depuis des décennies, et personne ne vivait 161 ans. Mais Barnum ne vendait pas des faits. Il vendait une narration. Il exhiba Heth à New York et dans d'autres villes, faisant payer l'entrée pour voir cette prétendue relique vivante de l'histoire américaine. Les foules affluaient, non pas parce qu'elles croyaient nécessairement à l'histoire, mais parce qu'elles voulaient participer au spectacle. Barnum avait découvert quelque chose de fondamental. La vérité du spectacle est sans importance, si le spectacle lui-même est suffisamment divertissant. Et lorsque Heth mourut l'année suivante, Barnum organisa une autopsie publique, où un médecin détermina qu'il avait environ 80 ans, non 161. Barnum se sentit-il honteux? Au contraire, la controverse généra plus de publicité, plus d'intérêt, plus d'argent. Il avait appris que même être exposé comme un fraude pouvait être monétisé si cela était bien géré. Cette leçon est devenue la fondation de son empire. En 1841, Barnum acheta le American Museum à Manhattan, un bâtiment de 5 étages qu'il remplit de ce qu'il appelait des curiosités. Il exposait des spécimens taxidermisés, certains réels, beaucoup fabriqués. Il présentait des personnes avec des différences physiques comme des frics, des nains, des géants, des personnes atteintes de conditions médicales rares que Barnum transformait en attractions. Il montrait ce qu'il prétendait être une sirène réelle, le squelette de ce qu'il appelait une sirène de Fidji, qui était en réalité le torse d'un singe cousu à la queue d'un poisson. Il promettait des merveilles scientifiques qui n'étaient que des astuces élaborées. Et le musée devint l'attraction la plus populaire de New York, visitée par des millions durant les décennies où Barnum l'exploitait. Pas parce que les expositions étaient authentiques. Personne qui examinait la sirène de Fidji de manière critique ne croirait qu'elle était réelle. Mais cela n'importait pas. Les gens payaient pour l'expérience de la merveille, pour la suspension de l'incrédulité, pour le droit de dire qu'ils avaient vu quelque chose d'extraordinaire, même s'ils savaient à un certain niveau que c'était faux.
Barnum comprenait quelque chose sur la psychologie humaine que la majorité ignore. Les gens ne traitent pas l'information de manière rationnelle. Ils traitent des narrations de manière émotionnelle. Si vous pouvez construire une histoire suffisamment convaincante, les faits deviennent secondaires. Et si vous pouvez générer suffisamment de controverses, assez de débats sur si quelque chose est réel ou faux, vous avez capté l'attention du public. La vérité devient alors insignifiante, parce que la discussion elle-même est le produit que vous vendez. Barnum ne se contentait pas d'exhiber des fraudes. Il cultivait délibérément l'ambiguïté, alimentait le débat, publiait des articles dans des journaux sous pseudonyme, à la fois pour défendre et attaquer ses propres expositions. Il créait des controverses conçues pour que les gens parlent, discutent et finalement visitent le musée pour juger par eux-mêmes. Et une fois qu'ils payaient leur entrée, Barnum avait déjà gagné, indépendamment de leurs conclusions. Mais son coup de maître, celui qui l'a élevé de showman à succès à légende culturelle, fut la découverte et la promotion de Charles Stratton, un enfant atteint d'achondroplasie que Barnum rebaptisa Général Tom Thumb. Stratton avait 5 ans lorsque Barnum le trouva, mais Barnum le présentait comme un enfant de 11 ans d'Angleterre, ajoutant des années et de l'exotisme pour augmenter son attrait. Il l'habilla avec des uniformes militaires élaborés, lui enseigna des routines de divertissement, des chansons, des danses, des imitations de figures historiques. Puis il le fit tourner en tournée, d'abord aux États-Unis, puis en Europe. Tom Thumb devint une sensation internationale. Il se produisit pour la reine Victoria, rencontra des présidents et des nobles. Barnum transforma un enfant atteint d'une condition médicale en une machine à générer de l'argent, en construisant une narration où l'enfant n'était pas un objet de pitié, mais d'admiration, un petit général conquérant le monde. La cruauté de cela est évidente. Barnum exploitait un enfant, l'exposant comme une curiosité, construisant une fortune sur sa différence physique. Mais il le faisait avec tant de style, avec une présentation élaborée, que l'exploitation se déguisait en opportunité, en célébrité, en succès. Voici la traduction en français. C'est l'obscurité centrale de la méthode de Barnum. Ce n'était pas simplement qu'il mentait, c'était qu'il construisait des systèmes complets d'illusions où l'exploitation semblait un bénéfice mutuel. Stratton et sa famille recevaient de l'argent, bien plus que ce qu'ils pourraient gagner autrement. Ils voyageaient, rencontraient des gens célèbres, vivaient des vies qui seraient impossibles sans Barnum. Et Barnum soulignait cela constamment, se présentant non comme un exploiteur, mais comme un bienfaiteur. Qui d'autre donnerait ces opportunités à un nain? Qui d'autre transformerait sa différence en avantage? La logique était impeccable dans son cynisme. Barnum avait trouvé une façon d'exploiter les gens tout en leur faisant sentir qu'ils étaient reconnaissants de cette exploitation. Et cela ne se limitait pas à Tom Thumb. Il appliquait la même logique à toutes ces attractions humaines. Il leur payait, leur donnait une plateforme et en échange, il s'appropriait leurs histoires, leurs corps, leurs identités, en faisant des produits qu'il contrôlait et monétisait. Le succès de Tom Thumb donna à Barnum le capital pour s'étendre encore plus, et sa prochaine entreprise révéla une autre dimension de son génie manipulateur. En 1850, il fit venir Jenny Lind, la soprano suédoise connue sous le nom de le rossignol suédois, aux États-Unis pour une tournée de concerts. Lind était véritablement talentueuse, l'une des meilleures chanteuses d'opéra de son époque. Mais Barnum ne la promit pas simplement comme une chanteuse talentueuse. Il en fit un phénomène culturel par une campagne de marketing sans précédent. Il publia des histoires sur sa piété, sa charité, sa pureté morale. Il la présenta non seulement comme une artiste, mais comme un ange vivant. Il généra une attente massive par le biais de ventes aux enchères de billets, où les prix atteignaient des sommes stratosphériques. Il organisa des défilés, des événements publics, des rencontres avec des fans. Au moment où Lind donna son premier concert à New York, la demande était si forte que Barnum transforma une tournée de concerts en un événement national. Et la clé est que tout cela a été fait avant que la majorité des Américains n'ait même entendu Lind chanter une seule note. Il avait créé une demande pure par le marketing, par la narration, par la promesse de quelque chose d'extraordinaire. La véritable qualité du produit était presque insignifiante comparée à l'attente qu'il avait construite.
Et c'est ici que la technique de Barnum devient instructive pour comprendre comment fonctionne toute publicité, tout marketing, toute persuasion moderne. Vous ne vendez pas le produit, vous vendez l'expérience, l'identité, la narration associée au produit. Barnum ne vendait pas des billets pour voir une chanteuse. Il vendait l'opportunité de faire partie d'un moment culturel, de dire que vous y étiez, de participer au phénomène. La valeur n'était pas dans la performance. Elle résidait dans l'adhésion à l'événement. Et cette logique a été perfectionnée et étendue pour couvrir toute l'économie de la consommation moderne. Chaque marque premium, chaque produit de luxe, chaque expérience exclusive fonctionne selon la même mécanique que celle que Barnum a perfectionnée. Vous n'achetez pas l'objet. Vous achetez la narration que l'objet vous permet de raconter sur vous-même. La tournée de Lind a été extrêmement réussie financièrement, mais elle s'est terminée par un conflit. Lind s'est lassée du cirque médiatique que Barnum avait construit autour d'elle, d'être réduite à un ange commercialisable plutôt que d'être respectée en tant qu'artiste. Elle a mis fin prématurément au contrat et a poursuivi la tournée sans Barnum. Pour lui, cela n'avait aucune importance. Il avait déjà tiré le maximum de la valeur de cette association. Il avait déjà établi sa réputation comme l'homme capable de transformer n'importe quoi en or. Et la leçon qu'il en a tirée n'était pas qu'il avait exploité Lind, mais que même les talents authentiques devaient être emballés, racontés, vendus au public par des techniques qu'il maîtrisait. Le talent seul ne suffisait pas. Il fallait du spectacle. Il lui fallait Barnum. Mais son ambition ne s'arrêtait pas aux musées et aux tournées de concerts. En 1871, à 61 ans, alors que la majorité des hommes envisageraient la retraite, Barnum lança ce qui deviendrait son héritage ultime. Le cirque. Associé à James Bailey, il créa le spectacle qui finirait par être connu sous le nom de Cirque Barnum and Bailey, autoproclamé comme le spectacle le plus grand du monde. C'était une extravagance massive. 3 pistes d'acteurs simultanés, des animaux exotiques, des acrobates, des clowns, tout conçu pour submerger les sens. Et Barnum le promut avec la même manipulation brillante qu'il avait utilisée toute sa vie. Il exagérait le nombre d'animaux, la rareté des attractions, le danger des actes. Il promettait des merveilles qui étaient souvent amplifiées ou complètement fabriquées. Mais l'expérience du cirque, le spectacle visuel, le chaos contrôlé de tout se déroulant simultanément, offrait quelque chose que l'honnêteté ne pourrait jamais. Une évasion totale de la réalité ordinaire. Le cirque de Barnum est devenu une institution américaine, une forme de divertissement qui dominerait la culture populaire pendant plus d'un siècle. Mais regardez quel modèle il a établi. Le cirque n'était pas simplement du divertissement. C'était la normalisation de l'exploitation comme divertissement familial. Les animaux, arrachés à leurs habitats naturels, entraînés par des méthodes que nous reconnaîtrions aujourd'hui comme de la maltraitance, forcés à réaliser des tours pour le plaisir des foules. Les artistes humains, en particulier ceux avec des différences physiques, exhibés comme des curiosités, leur corps transformé en marchandises. Tout cela emballé avec une musique joyeuse, des couleurs vives, la promesse d'un divertissement innocent. Barnum avait perfectionné l'art de faire paraître la cruauté comme une célébration, de transformer l'exploitation en tradition familiale. Et cela a fonctionné pendant des générations parce que les gens ne voulaient pas voir la mécanique. Ils voulaient le spectacle. Tout au long de sa vie, Barnum a été accusé à plusieurs reprises de fraude, de tromperie, d'exploitation. Sa réponse était toujours la même. Il donnait aux gens ce qu'ils voulaient. S'ils voulaient être trompés, qui était-il pour leur refuser ce plaisir? C'est la défense du fraudeur sophistiqué. Il transfère la responsabilité à la victime. Si vous avez été assez idiot pour croire, le problème n'est pas le menteur, c'est votre crédulité. Et il y a une vérité inconfortable dans tout cela. Barnum n'aurait pas pu réussir si le public n'avait pas été réceptif. Ces fraudes fonctionnaient parce que les gens voulaient qu'elles fonctionnent. Ils préféraient la merveille fabriquée à la réalité banale. Et Barnum, avec son cynisme éclairé, leur donnait simplement ce qu'ils désiraient tout en empochant les bénéfices. Mais il y a une citation attribuée à Barnum qui encapsule parfaitement sa philosophie, bien qu'ironiquement, il ne l'ait probablement jamais dite. La phrase « Il n'est un idiot toutes les minutes » est universellement associée à Barnum, mais il n'existe aucune preuve qu'il l'ait réellement prononcée.
Elle est apocryphe, une invention qui a émergé après sa mort. Et cela est tout à fait approprié. Même la citation la plus célèbre sur Barnum est une fraude, une fabrication qui semble si vraie concernant son caractère qu'elle est devenue une partie de son héritage. Barnum aurait ri de l'ironie. Un mensonge sur un menteur, si efficace qu'il remplace la vérité. C'est exactement ce qu'il comprenait de la nature du récit. La vérité factuelle est moins puissante que la vérité émotionnelle. Si une histoire semble suffisamment vraie, si elle capture quelque chose d'essentiel sur son sujet, les faits deviennent négociables. Ce que Barnum a réellement dit, ce qui est documenté dans ses écrits et discours, est tout aussi révélateur. Il a écrit abondamment sur l'art de ce qu'il appelait le humbuggery, l'art de la tromperie ludique. Il le défendait comme une forme légitime de divertissement, arguant que tant que les gens recevaient du divertissement pour leur argent, la tromperie était acceptable. Ce n'était pas un vol si vous fournissiez un spectacle. Ce n'était pas une fraude si le public appréciait l'expérience. Cette rationalisation est brillante dans son amoralisme. Elle redéfinit la fraude comme divertissement, l'exploitation comme commerce, le mensonge comme marketing. Et ce faisant, elle établit la base de fonctionnement de pratiquement toute l'industrie du divertissement et de la publicité moderne. Observez comment fonctionne toute campagne publicitaire contemporaine. On ne vous dit pas la vérité sur le produit. On vous vend une fantaisie associée au produit. La voiture n'est pas un moyen de transport. C'est la liberté, c'est le statut, c'est l'identité. Le parfum n'est pas un arôme. C'est la séduction, c'est la sophistication, c'est la transformation. La bière n'est pas de l'alcool. C'est l'amitié, c'est la masculinité, c'est le sentiment d'appartenance. Dans chaque cas, le véritable produit est presque insignifiant comparé à la narration qui s'y construit autour. Et c'est exactement la technique que Barnum a perfectionnée. Il ne vendait pas des expositions. Il vendait de la merveille. Il ne vendait pas des cirques. Il vendait une échappatoire. Il ne vendait pas la réalité. Il vendait quelque chose de mieux que la réalité. Une illusion soigneusement conçue qui procurait une satisfaction émotionnelle sans nécessité de substance factuelle. L'industrie du divertissement moderne est l'héritière directe de la méthode de Barnum. Des émissions de télé-réalité entièrement scénarisées mais présentées comme spontanées. Des influenceurs des réseaux sociaux qui vendent des vies parfaites entièrement fabriquées. Des films promus avec des effets spéciaux spectaculaires qui dissimulent des narrations vides. Des célébrités célèbres pour leur célébrité, sans talent discernable au-delà de leur capacité à rester pertinente. Dans chaque cas, le spectacle a remplacé la substance, et le public ne l'accepte pas seulement mais le demande. Barnum a compris il y a presque 2 siècles ce qui est maintenant évident. Dans l'économie de l'attention, la vérité est ennuyeuse. Le mensonge divertissant l'emportera toujours. Mais il existe une autre dimension plus sombre de l'héritage de Barnum qui est rarement examinée. Son succès a normalisé l'idée que tromper le public est acceptable si cela se fait avec suffisamment de style. Il a établi un précédent où l'exploitation peut être défendue comme une opportunité, où la manipulation peut être justifiée comme du divertissement, où le mensonge peut être rebaptisé marketing créatif. Et ce précédent s'est étendu bien au-delà du divertissement. Des politiciens qui promettent l'impossible, sachant que ces promesses ne seront jamais tenues, mais comptant sur le spectacle de la campagne pour suffire. Des entreprises qui vendent donc des produits par des affirmations qui sont techniquement légales, mais fondamentalement trompeuses. Des gourous du développement personnel qui vendent la transformation sans rien livrer d'autre que des mots vides et des attentes gonflées. Tous utilisent le manuel de Barnum. Tous comprennent qu'il est possible de bâtir des fortunes sur des mensonges si ces mensonges sont suffisamment divertissants. Et la raison pour laquelle cela fonctionne, la raison pour laquelle cela continuera à fonctionner, c'est qu'il y a quelque chose dans la psychologie humaine qui préfère l'illusion réconfortante à la vérité inconfortable. Schopenhauer écrivait que la vie oscille entre souffrance et ennui. Barnum offrait une troisième option, la distraction. Il n'éliminait ni la souffrance ni l'ennui. Il proposait simplement une échappatoire temporaire suffisamment élaborée pour que l'on oublie les deux tant que le spectacle durait. Et les gens
payaient volontiers pour cet oubli, sachant à un certain niveau qu'ils étaient trompés, mais valorisant le mensonge plus que l'alternative d'affronter leur vie sans filtre. Barnum est mort en 1891, riche au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer dans sa jeunesse pauvre dans le Connecticut. Il a eu des funérailles élaborées, des nécrologies laudatives, une reconnaissance en tant que l'un des grands entrepreneurs américains. Son cirque a continué pendant plus d'un siècle après sa mort, pour finalement fermer en 2017, non pas par reconnaissance morale de sa cruauté inhérente, mais en raison de changements économiques et de sensibilité culturelle concernant le traitement des animaux. Mais la méthode de Barnum n'est jamais morte. Elle s'est transformée, digitalisée, étendue. Chaque annonce que vous voyez, chaque produit qui vous promet une transformation, chaque influenceur qui vend une authenticité fabriquée, chaque politicien qui promet des solutions simples à des problèmes complexes, tous exécutent des variations du même programme que Barnum a écrit. Il n'a pas inventé le mensonge. Il a inventé l'industrialisation du mensonge comme forme d'art et modèle d'affaires. Et voici la vérité ultime, la plus troublante. Barnum n'était pas l'aberration. Il était le prophète. Il voyait plus clairement que ses contemporains ce que les humains valorent réellement. Pas la vérité, pas la substance, pas l'authenticité, mais le spectacle, la narration, l'illusion de l'extraordinaire. Il a construit un empire sur cette compréhension. Et cet empire n'a jamais vraiment cessé. Il s'est simplement étendu pour englober pratiquement toute la culture moderne. Nous vivons dans le monde que Barnum a prédit et aidé à créer, où la ligne entre réalité et performance est devenue si floue que nous ne prenons même plus la peine de distinguer, où la tromperie n'est pas un scandale, mais une stratégie, où l'exploitation n'est pas un crime, mais du contenu, où le mensonge n'est pas une transgression, mais une technique. La question que vous devez vous poser, la seule question qui compte après avoir examiné la vie et les méthodes de Barnum, n'est pas si ces techniques étaient éthiques. Évidemment, elles ne l'étaient pas. La question est, combien de votre propre vie est construite sur les mêmes illusions qu'il vendait? Combien de produits avez-vous achetés, non pour leur fonction, mais pour la narration qu'ils promettaient? Combien d'expériences avez-vous poursuivies, non pour leur substance, mais pour la façon dont elles apparaîtraient sur vos réseaux sociaux? Combien de fois avez-vous préféré une histoire divertissante à une vérité ennuyeuse? Combien de fois avez-vous été le naïf que Barnum a identifié, payant volontairement pour être trompé parce que l'illusion était plus agréable que la réalité? Et si vous reconnaissez ces moments, si vous admettez que vous avez été le public qui a permis à Barnum et à tous ses héritiers d'exister, que ferez-vous différemment? Ou achèterez-vous simplement un autre billet pour le prochain spectacle, sachant qu'il est faux, mais valorisant l'illusion malgré tout? Barnum a parié sa fortune sur le fait que tu choisirais le spectacle. Et il est mort riche. Qu'est-ce que cela dit de toi?